Et voilà, nous sommes en direct. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire Instant Normand que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui avec vous. Donc, un Instant Normand aujourd'hui, pourquoi? Puisqu'il est ouvert à nos ambassadeurs et à nos partenaires. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi ouvert à nos ambassadeurs et à nos partenaires? Puisque nous avons avec nous aujourd'hui Alain Vernat, que je vais m'empresser de vous présenter. Bonjour, merci de vous joindre à nous. Alain Vernat, qui est à la fois ambassadeur de la première heure de la Normandie auprès de nous, Normandie Attractivité, mais également partenaire. Donc, on aura l'occasion de reparler très largement de votre engagement à nos côtés. Donc, je m'empresse de me présenter pour commencer rapidement. Donc, moi, je suis Émilie Bonnet, je suis responsable du pôle réseau pour Normandie Attractivité. Et j'ai donc à mes côtés aujourd'hui pour parler de l'attachement des entreprises au territoire, Alain Vernat. Alors, Alain, je vais me permettre de vous présenter succinctement, et ce n'est pas une mince affaire, puisque vous avez un certain nombre de casquettes. Donc, si je reprends, vous êtes président directeur général de Toshiba, la filiale industrielle du groupe japonais basé à Dieppe. Vous êtes aussi, et pas que, un Normand d'adoption, puisque franc-comtois d'origine et installé parmi nous en Normandie depuis 1988. Donc vous aurez aussi cette possibilité de nous parler un petit peu de la Normandie, de votre amour pour cette région, d'un regard légèrement extérieur, même si maintenant, après un tel nombre d'années passées parmi nous, j'imagine que vous vous considérez Normand avant tout. Vous êtes aussi impliqué dans de nombreux réseaux et filières, donc parmi lesquels, je vais en citer quelques-unes, la filière logistique Seine-Normandie, que vous avez présidée de 2013 à 2020, ou encore Dialogue, une grappe d'entreprises collaboratives que vous avez créée. Et là encore, nous aurons l'occasion d'en reparler. Enfin, parce qu'il n'y a pas que ça, vous êtes aussi auteur d'un ouvrage qui est paru en mars dernier aux Presses des Mines, intitulé « Fonder une entreprise humaine et résiliente, une aventure entre mondialisation et territoire ». Donc voilà de quoi je pense agrémenter nos discussions de ce jour. Donc encore une fois, bonjour, merci et bienvenue pour ce webinaire Instant Normand. Magali, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir aussi d'avoir à mes côtés Magali Leblond, ma collègue, qui est responsable des partenariats à Normandie Attractivité. Écoute Magali, je te propose de prendre tout de suite la balle au bond et d'ouvrir les discussions avec Alain. Très bien, merci Émilie. Donc bonjour Alain, ravi de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Donc vous avez en fait, comme le disait Émilie, vous avez deux casquettes, donc celle d'ambassadeur, mais également celle de partenaire, donc pour le groupe Toshiba Tech situé à Dieppe. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots donc l'entreprise et nous indiquer en fait ce qui a motivé votre adhésion au réseau des partenaires de la marque Normandie? Oui, alors Toshiba effectivement est une entreprise, comme le disait Émilie, qui est implantée à Dieppe maintenant depuis de longues années, puisque l'activité a démarré en 1986 avec une activité donc historique, on va dire, d'assemblage de photocopieurs. Donc nous nous sommes ensuite diversifiés dans les productions d'encre tonnerre donc pour photocopieurs. Donc nous produisons pour l'ensemble du marché européen. Et à noter d'ailleurs que la moitié de nos volumes de production sont également destinés au marché asiatique, puisque nous exportons vers la Chine en fait nos poudres tonnerre, donc à destination de ce marché. Un site qui s'est transformé, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui s'est transformé à plusieurs reprises, qui s'est diversifié, qui aujourd'hui donc occupe 230 salariés et avec différents types d'activités, donc des activités liées au service à la logistique, aux productions d'encre tonnerre et donc de nouvelles activités que nous développons aujourd'hui auprès de start-up en particulier, y compris des start-up normandes d'ailleurs. Donc l'attachement, effectivement, mon attachement à la Normandie, alors je revendique quand même d'être franc-comtois d'origine, effectivement, comme le disait Émilie, puisque je pense que quand on est originaire d'une région, en fait, on reste fondamentalement attaché à sa région d'origine, et je pense que ça, c'est un facteur puissant chez nous, un marqueur, en fait, important. Néanmoins, effectivement, ayant rejoint la Normandie depuis 1988, au départ pour faire 3-4 ans d'expérience dans une entreprise japonaise. Et puis finalement, vous voyez, ça fait plus de 30 ans que j'y suis, ce qui dénote bien effectivement cette forme d'attachement à la région, à cette belle région qu'est la Normandie. Et puis, au-delà de ça, j'ai 3 enfants qui sont nés à Dieppe. Mon aîné donc, se prénomme Guillaume. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a effectivement quelque chose derrière tout ça. Donc un attachement certain.
un attachement de l'entreprise également à cette région Normandie. Et je crois que c'est aussi ce qui va nous occuper ce matin, c'est de voir comment, en fait, à travers les liens de l'entreprise pour sa région d'accueil, peuvent se développer les liens des salariés pour leur entreprise et au final, effectivement, assurer le développement, la pérennité, la résilience de l'entreprise donc sur son territoire face à diverses difficultés, diverses adversités, face à la mondialisation. Cet ancrage au territoire, j'en fais effectivement un facteur clé de réussite de nos entreprises, de notre entreprise et de cette capacité à se transformer effectivement pour non pas seulement s'adapter, mais se développer en fait face à ces difficultés. La crise Covid en a encore été une preuve récente. On pourra en reparler également. Donc, cet attachement se marque par l'attachement des personnes et je crois que c'est aussi un facteur fondamental. Développer les liens entre les personnes, développer les relations entre les personnes, que ce soit au sein de l'entreprise, entre les différents salariés de l'entreprise, mais également vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est là aussi tout le sens de cet engagement que nous prenons, je vais dire quasiment au quotidien, sur notre territoire. Donc, un engagement que effectivement j'ai pratiqué par mon implication dans les réseaux d'entreprises, donc Logistique Seine-Normandie, que j'ai présidé pendant 7 ans, l'UIMM Rouen-Dieppe, que je préside aujourd'hui, mais également certains de mes collaborateurs sont très fortement attachés et engagés également sur le territoire de Dieppe. J'en veux pour preuve mon responsable QHSE, par exemple, qui préside l'association des entreprises du parc d'activités Eurochannel sur lequel nous sommes implantés et qui ne manque pas de développer, de faire valoir des synergies, que ce soit en matière environnementale, en matière sociétale, entre les différentes entreprises de ce parc d'activités, de cette zone d'activité. Donc, effectivement, un engagement qui se traduit dans les faits, par l'engagement des personnes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Donc, pourquoi Normandie attractivité? Parce qu'il me semble effectivement important de faire valoir les valeurs de notre région, de faire valoir ces différentes richesses, qu'elles soient humaines, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient industrielles, associative, et c'est effectivement tout cela que je crois il faut mettre en avant. Nos entreprises, tout comme toute activité d'un territoire, seront d'autant plus florissantes et pourront se développer d'autant mieux que nous donnerons de la visibilité effectivement sur ce qui fait la force de nos territoires. Et pour cela, je pense que là encore, le jeu du collectif est pour moi extrêmement important et j'aurai l'occasion également de décrire un peu ces choses-là. Voilà des propos introductifs très riches. Et justement, je me permets de rebondir. On va improviser un petit peu la prise de parole entre Magali et moi, moi, je vois déjà différentes entrées qui sont passionnantes. Vous parlez du collectif. Et ce qui serait intéressant, je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est de poser en fait les bases de tous ces collectifs en fait auxquels vous participez, auxquels vous avez participé et que vous avez même parfois initié autour de vous sur le territoire diepois notamment, mais aussi au-delà des frontières de ce que j'ai pu en lire. Oui, alors un collectif, effectivement, je vais prendre quelques exemples précis à travers effectivement les différentes missions ou mandats que j'ai eu l'occasion, que j'ai encore l'occasion d'exercer aujourd'hui. Si je prends l'exemple de la filière logistique Seine-Normandie, tout d'abord, en fait, j'ai été appelé à la présidence de cette filière au moment de la régionalisation, pratiquement. Donc, c'était de 2013-2015, la période où on a parlé de la régionalisation. Nous avions deux organisations, donc Logistique Seine-Normandie sur ce qui était l'ex-Haute-Normandie, et puis la Fédération des clubs logistiques bas-normands sur l'ex-Basse-Normandie. Et il s'agissait effectivement de pouvoir fonder une liaison, une relation étroite entre ces deux organisations. Donc, ce que nous avons fait finalement, nous nous sommes appuyés sur les forces territoriales, puisque nous avons
constituer 6 clubs logistiques, donc territoriaux. En fait, aujourd'hui, au nombre de 5, donc sur Rouen, Le Havre, Évreux et Dieppe d'un côté, et sur Caen et Cherbourg, Saint-Lô de l'autre côté. Donc 6 clubs logistiques qui, pour moi, sont fondamentaux parce qu'en fait, c'est ce lien de proximité avec le territoire entre les différents acteurs d'un territoire qui permet de constituer la richesse de nos échanges, qui permet d'être proche des besoins et des attentes des différents adhérents, des différentes entreprises membres de ces clubs logistiques et que nous avons souhaité donc fédérer au sein de la filière donc elle-même qui prend toute sa dimension régionale. Et cette fédération de forces diverses finalement apporte toute la richesse de la filière, avec les spécificités des territoires que nous connaissons, donc notamment Rouen-Le Havre implanté directement sur l'axe Seine, mais également les territoires donc de Dieppe, de Caen, de Cherbourg qui constituent l'axe littoral, et on voit aujourd'hui l'organisation Port de Normandie qui vient complémentariser finalement ce qu'est l'offre maritime de la porte d'entrée du Havre et de Rouen. Et des territoires donc également de proximité qui apportent également toute une richesse de logistique industrielle, hein, ce que l'on voit que ce soit sur Caen, sur Dieppe, sur Évreux, où la présence de l'industrie est forte et que la logistique effectivement et qui est une filière transversale vient renforcer les compétences et les besoins de ces industries. Donc, une vraie construction qui s'appuie sur ces différents piliers, ces différentes forces, ces différentes compétences. Ce type de construction, c'est quelque part ce que j'ai voulu reproduire également avec la grappe d'entreprise Vialogue. Donc là, on est sur une grappe beaucoup plus de proximité, beaucoup plus territoriale. Vialogue, c'est quoi? En fait, c'est une association qui regroupe une quinzaine de membres, donc avec différentes compétences, que ce soit des compétences en assemblage, telles que nous pouvons les proposer au sein de Toshiba, des compétences en bureau d'études, en sous-traitance mécanique, plastique, injection plastique, peinture, et des compétences en logistique, donc des logisticiens. C'est-à-dire qu'en fait, en réunissant l'ensemble de ces compétences-là, on est capable d'apporter en fait de l'activité ou de développer des activités sur tout ou partie de la chaîne de valeur d'un produit. Donc, la particularité de l'association Vialogue, c'est qu'on a donc un salarié donc, qui est le responsable commercial de cette association et qui joue le rôle d'apporteur d'affaires pour les entreprises membres. Donc, par ce biais-là, finalement, on va prospecter donc, soit pour le compte d'une seule entreprise, soit, et c'est là tout l'intérêt, pour le compte de 3-4 entreprises qui, en réunissant finalement leurs différentes compétences, vont être capables de répondre à l'ensemble du besoin du client. Et en fait, à proposer le fait qu'il y ait un interlocuteur unique au client, c'est un avantage. Et nous débrouillons entre nous, on va dire, ensuite des relations de sous-traitance collective entre nous. Le client, lui, a un seul interlocuteur et c'est beaucoup plus simple pour lui. Cette structuration nous a permis de développer des activités. Donc, on a constitué la grappe Vialogue entre 2007 et 2009. On a pas mal réfléchi à sa structuration, comment on allait travailler ensemble, comment établir des relations de confiance et de transparence nécessaires pour pouvoir travailler efficacement ensemble. Et puis, en 2009, donc, ont été déposés les statuts de l'association. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on développe pas moins de 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an pour l'ensemble de ces entreprises membres, ce qui est significatif aujourd'hui et qui est bien un facteur de réussite de ce collectif. Donc, on peut constater effectivement que votre ancrage en fait territorial de par le port de la marque rayonne aussi sur vos réseaux, en l'occurrence, donc Vialogue qui est partenaire, notamment de la marque Normandie. Donc, on a Toshiba. Et puis, on a aussi donc cet attachement de Toshiba au territoire, mais qui permet de dynamiser aussi tout le territoire local, on va dire. Donc, comment en fait pourriez-vous nous expliquer pourquoi, pour vous, il est important en fait d'être partenaire de la marque Normandie? Comment vous imagez ça? Comment vous le vivez tous les jours? Comment vous pouvez le transmettre autour de vous?
Alors, je dirais, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a une réponse, on va dire, locale qui est de marquer effectivement notre présence sur cette région Normandie et de pouvoir en afficher une fierté finalement, et une fierté que l'on souhaite, que l'on entend être transmise auprès de nos salariés. Hein, comme je le disais en préambule, l'attachement de l'entreprise à son territoire entraîne, à mon sens, l'attachement des salariés à l'entreprise. Donc, je crois qu'il y a un lien direct fort sur cet attachement des salariés à l'entreprise, ensuite avec ce qui est la capacité de développement ou de transformation de l'entreprise. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de responsabilité sociétale, environnementale. Ça fait bien dans les rapports sociaux des entreprises, des grands groupes en particulier, mais encore faut-il traduire cela par des choses réelles et concrètes. Je prendrai un exemple. Nous avons régulièrement donc des audits de la part du Japon sur notre responsabilité environnementale et sociétale. Et un beau jour, je dirais, il y a quelques années de ça, donc nos auditeurs japonais nous posent la question: qu'est-ce que vous faites pour la biodiversité? Alors là, je dois vous dire que c'était il y a au moins 10-12 ans, et bon, on ne parlait pas beaucoup encore dans nos entreprises de biodiversité, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer. Donc, on ne savait pas trop quoi répondre, on était un peu vraiment surpris de cette préoccupation-là. Et notre auditeur japonais nous dit, par exemple, vous pourriez faire un chèque pour aller planter des arbres, je ne sais où. Alors bon, je dis, OK, faire un chèque, c'est bien, mais quelle est la forme d'engagement finalement qui est pris ici, quoi. Et donc, nous avons réfléchi avec mon responsable QHSE et nous avons convenu finalement d'avoir une forme beaucoup plus concrète en fait et locale de cet engagement, qui est de créer des partenariats finalement avec des associations normandes. Donc, nous avons par exemple un partenariat avec l'association du Chêne, donc située à Louville-Bellefosse, que nous aidons par différents moyens. Et puis, nous avons également un partenariat avec le groupement ornithologique normand. Et ça, c'est beaucoup plus significatif, puisqu'en fait, ce groupement ornithologique normand donc, vient régulièrement faire des comptages d'espèces d'oiseaux sur notre site. Alors, je dois expliquer qu'on a un site qui est vaste, 15 hectares de terrain, donc situé en bordure de mer, sur probablement des lieux de passage d'oiseaux migrateurs et autres. Et donc, le groupement ornithologique normand était très intéressé de pouvoir faire ces comptages-là sur un site industriel pour voir de quelle façon on pouvait éventuellement inciter des espèces d'oiseaux, alors si ce n'est en voie de disparition, au moins en voie de raréfaction, sur notre site. Donc par des conseils qu'ils nous prodiguent avec l'entreprise qui assure l'entretien de nos espaces verts. Donc on a pu constater effectivement au fil des ans le retour de quelques espèces. D'ailleurs, vous les entendez chanter derrière moi. Et donc c'est assez significatif de ce qu'il est possible de faire. Et l'intérêt ici, il est double, puisque il y a cet engagement local d'un côté, et il y a aussi le fait qu'on a pu inviter certains de nos salariés finalement à constituer une sorte de club finalement qui suit ces actions de biodiversité avec nous et avec nos partenaires. Donc il y a une forme d'implication des salariés également sur ces questions-là, ce qui entraîne tout de suite un lien beaucoup plus riche entre les personnes au sein de l'entreprise. Donc voilà typiquement ce que l'on peut faire au niveau local. Et puis, un intérêt également, pour nous, en tout cas, entreprises japonaises au niveau international et mondial, qui est de dire, voilà, d'affirmer la Normandie, c'est une région qui est connue, qui est marquée effectivement fortement au niveau mondial. Et nous pouvons rappeler au Japon que finalement, le port de l'Europe, ce n'est pas que Rotterdam ou Anvers, qu'il y a la Normandie, que nous avons une porte d'entrée maritime en Normandie, qu'il est possible d'importer des produits ici et de pouvoir apporter toute la valeur ajoutée sur ces produits, ce qui est le sens de ce que nous faisons aujourd'hui avec nos photocopieurs, en défendant effectivement toute la justification de notre site, de notre centre logistique de configuration machine pour le marché français. Alors, aux grandes dames de certains Japonais, parce que dans les grands groupes, on raisonne toujours comme ça, c'est faut-il externaliser, faut-il délocaliser? Et donc, la question était de savoir s'il fallait constituer un seul centre
de distribution logistique européen unique et centralisé, alors de préférence en Allemagne, parce que pour les Japonais, c'est l'Allemagne le centre de l'Europe, avec cette porte d'entrée du Havre ou d'Anvers ou de Rotterdam. Et donc, il a fallu batailler, il a fallu ferrailler et dire non, nous avons en Normandie cette porte d'entrée maritime, nous avons toutes les compétences requises, nous avons notre site industriel qui est seul site industriel du groupe en Europe, et donc il serait dommage de ne pas s'appuyer sur toutes ces forces-là. Donc c'est pour nous effectivement aussi quelque chose d'assez important, de pratiquement vital pour une partie de nos activités. D'un point de vue culturel, la Normandie est quand même un repère au Japon. Est-ce que vous pensez que ça a pu aider quand même à identifier le territoire, ce positionnement, on va dire, très international, très région-monde de la Normandie, dans ce choix industriel, ou est-ce que ça n'est pas forcément entré en considération? Oui, alors c'est quelque chose qui je pense, a été pris en considération, notamment à l'époque de l'implantation de Toshiba sur notre région, sur notre territoire. Alors, on peut rappeler peut-être un petit peu cette historique de l'entreprise, ses origines, qui est donc dans les années 80, en fait, l'Europe avait décidé d'appliquer des taxes anti-dumping, ce qu'on appelait des taxes anti-dumping sur les produits importés d'Asie. Et donc, c'était une forme de protectionnisme, on va dire. Hein. Donc, c'est à cette période-là, dans les années 80, que beaucoup d'entreprises japonaises sont venues effectivement investir en Europe, en France en particulier, et plus particulièrement pour nous, en Normandie, avec Toshiba. Alors, pourquoi la Normandie, pourquoi Dieppe? 3 facteurs essentiellement. Le premier qui est qu'il y avait déjà une relation partenariale existante entre le groupe Rhône-Poulenc en France et Toshiba pour commercialiser les produits donc originaires du Japon. Donc ça, c'était un premier marqueur fort, et que Rhône-Poulenc disposait d'une filiale, donc Regma-Arc-la-Bataille, donc avec un site industriel, et qu'il était alors facile de s'implanter au départ en location dans des locaux sans engager d'investissement lourd dès le départ, pour tester finalement cette possibilité. Un deuxième facteur important qui était, bien évidemment, je l'ai évoqué, la porte d'entrée maritime du Havre, qui permettait d'importer effectivement les produits et les pièces détachées nécessaires à l'assemblage de nos photocopieurs à l'origine. Et puis le troisième facteur, et je pense que celui-ci a été quelque part déterminant pour décider de l'implantation définitive de Toshiba sur notre territoire, qui est la présence d'un réseau de sous-traitance riche sur notre région. Réseau de sous-traitance, donc dans toutes les typologies de pièces dont on avait besoin pour assembler nos copieurs, qui étaient découpe, emboutissage, injection plastique, câblage, électronique. Et donc cette richesse de la sous-traitance ici sur le territoire permettait de répondre complètement aux besoins de ce qu'on appelait localiser, entre guillemets, au moins 40% de la valeur ajoutée de nos produits. Donc, il fallait apporter 40% de valeur ajoutée pour pouvoir échapper, en fait, aux taxes anti-dumping européennes. Et ça a été effectivement un facteur déterminant, puisque nous avons, pendant de nombreuses années, donc, développé, en fait, le réseau de compétences de nos sous-traitants. Et là, j'en reviens, on a également constitué à l'époque une association de nos sous-traitants, donc dès 1994. Cette association de nos sous-traitants réunissait nos principaux partenaires, donc au nombre d'une trentaine, avec lesquels nous avons développé un certain nombre d'actions pour être plus efficaces ensemble, pour répondre aux exigences qualité japonaises, entre autres. Et donc, ça a été également quelque chose de très formateur et de très riche. Ce que j'appelle, en fait, dans mon ouvrage, une forme de mondialisation positive, hein, où il y a effectivement des investisseurs étrangers qui viennent sur une région, qui apportent des compétences, des savoir-faire, qui apportent éventuellement des méthodes managériales, donc en l'occurrence avec le Japon, méthodes basées fortement sur l'implication des personnes, l'implication des salariés dans des démarches de progrès continu de l'entreprise, et puis que nous avons pu ensuite, par le biais de cette association, donc de nos sous-traitants, transférer à nos partenaires, en faisant en sorte que, par exemple, ce soit des opérateurs ou des agents de maîtrise chez nous qui expliquent à des opérateurs ou des agents de maîtrise comment on mettait en œuvre ces différentes démarches de progrès continu ou ces différents outils, en fait, de management de la qualité.
Donc, effectivement, c'est intéressant en fait, de voir la capacité en fait, que vous avez eu à rebondir et à vous adapter, notamment à faire s'adapter le territoire diepois. Et en l'occurrence, je pense que vous parliez tout à l'heure de peut-être Dieppe Méca Énergie. Donc, quand vous parliez de toute la partie mécanique de précision, etc., façonnage. Donc, c'est vraiment très intéressant de constater qu'effectivement, sur un territoire, on peut à la fois avoir cette mondialisation positive, comme vous aimez à le citer, qui peut permettre à des entreprises du territoire de rester au territoire, donc de s'ancrer toujours de façon dans le durable au niveau du territoire normand et de pouvoir avoir cette capacité à répondre aux exigences d'un groupe mondial sur des techniques propres, en fait. Donc, c'est tout à fait intéressant, cette partie, pour la région, en l'occurrence, c'est son tissu économique. Donc, c'est tout à fait intéressant. Tout à l'heure, vous parliez de votre ouvrage, donc fonder une industrie contributive et résiliente. C'est un ouvrage qui est paru donc en mars aux éditions donc La Fabrique de l'Industrie. Est-ce que comment dire, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet ouvrage, parce que ça reprend en fait beaucoup, l'histoire, on va dire, de Toshiba, l'histoire de cette mondialisation positive sur notre territoire. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous transmettre et surtout nous indiquer comment on peut vous se procurer aussi, hein, parce que pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça sera intéressant de… J'ajouterais même que j'ai aussi, moi, ma propre curiosité de savoir comment est-ce que vous en êtes venu à écrire un ouvrage. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc cet ouvrage, alors je vous le présente. Donc le voici. Hein, donc, fonder une industrie contributive et résiliente. Voilà. Donc, et un sous-titre qui, je pense, n'est pas moins important, qui est une aventure humaine entre mondialisation et territoire. Hein, donc, qui retranscrit effectivement tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Et donc, pour expliquer un petit peu la genèse de ce livre, effectivement, je dirais qu'il s'appuie au travers de l'histoire du site de Toshiba à Dieppe. En fait, j'ai voulu transmettre un certain nombre de ficelles, peut-être. Alors, ce n'est pas tant des enseignements, c'est plus des ficelles ou des axes de réflexion sur qu'est-ce qui a fait que notre entreprise, finalement, ici, a su se transformer, se développer et a su, finalement, résister ensuite à cette vague de mondialisation qui est intervenue donc, après les années de développement. Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, donc on l'a vu, 86, Toshiba s'implante à Dieppe face à des taxes anti-dumping appliquées par le marché européen. Entre 86 et 2001, pratiquement, on développe l'ensemble des activités du site, on développe l'assemblage de photocopieurs, on introduit donc les productions d'encre tonnerre pour le marché européen, on installe un centre logistique pour distribuer nos produits copieurs et tonnerres sur tout le marché français, donc des années de développement au cours desquelles l'effectif est progressivement passé de 30-40 personnes au tout début à pratiquement 300 salariés au plus haut des années 2002-2003. Donc, première période de développement, mondialisation positive, je l'ai évoqué, avec des transferts de compétences, transferts de savoir-faire, avec définition d'un panel de sous-traitants, donc, et travail ce que j'appelle en entreprise étendue, finalement, avec l'ensemble de ces sous-traitants. Puis intervient une deuxième période, et la date charnière, je la fixe en 2001. Alors 2001, pourquoi? Puisque 2001, c'est l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, beaucoup d'entreprises, beaucoup de grands groupes se sont imaginés qu'ils allaient pouvoir attaquer le vaste marché chinois en allant implanter leur site de production là-bas. Et donc, Toshiba n'a pas dérogé à la règle et a installé une grande usine donc, dans la zone d'expansion économique de Shenzhen, au nord de Hong Kong. Et donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller voyager là-bas et visiter cette usine et voir à quelle vitesse, en fait, ces zones d'expansion économique pouvaient se développer, se déployer, donc d'une façon tout à fait impressionnante, avec des moyens qu'on ne peut pas imaginer chez nous. Bien sûr, le site de production chinois montant en puissance, on a commencé à voir à partir de 2002-2003 que progressivement, les assemblages de copieurs allaient plutôt se tourner vers l'usine chinoise, qui avait bien sûr des coûts de main-d'œuvre moindres, qui pouvait bénéficier d'un dollar faible, et donc ça commençait à pas sentir très bon pour nos assemblages de photocopieurs. Heureusement, on avait diversifié nos activités avec les productions d'encre tonnerre, donc là où on est sur
plutôt un process industriel, des équipements lourds, des investissements lourds. Et donc, c'est le tonnerre, hein, soyons clairs, qui a permis de pérenniser l'activité du site. Par contre, il fallait quand même défendre ce que l'on faisait par ailleurs avec des activités beaucoup plus pourvoyées en main-d'œuvre, donc en emploi, et il fallait pouvoir défendre effectivement la présence de ces emplois sur notre site. Donc, on avait convenu à partir de 2002-2003 de commencer à réfléchir à la transformation de nos activités d'assemblage vers des activités, ce que j'ai appelé des activités de service à la logistique, où en fait on a commencé à développer coup par coup des activités de configuration à la commande pour l'ensemble du marché français, des activités de réparation, des activités de remise à neuf de tout ou partie d'équipement, des activités de centre d'appel technique, et donc une véritable diversification vers des activités de service de proximité finalement avec nos clients que les Chinois ne pourraient pas nous piquer. Et donc, enrichir ces différentes activités de service, les diversifier également sur d'autres lignes de produits du groupe. On a démarré des activités de réparation de PC, des activités également de configuration et de réparation de terminaux points de vente pour l'activité retail du groupe. Ben voilà, donc une véritable diversification de ces activités de service, alors que dans le même temps, on continuait d'investir sur les productions d'encre tonnerre, avec un atelier d'injection plastique permettant de fabriquer nous-mêmes nos cartouches, et puis avec l'acquisition des productions de tonnerres couleur. Donc une double stratégie finalement, intégration sur les tonnerres avec des investissements qui se poursuivaient et diversification des activités de service susceptibles de remplacer les activités d'assemblage qui, au final, diminuaient progressivement. Donc ça a été une première vraie grande transformation de l'entreprise, que j'appelle transformation subie, dans le sens où effectivement c'est sous la pression de la mondialisation qu'il a fallu se remettre en question et qu'il a fallu transformer nos activités. Mais on a su le faire, en fait, on a su le faire encore une fois par l'implication des personnes dans l'entreprise, par ce lien de confiance finalement qu'on avait su développer avec nos salariés dans cette entreprise et par une relative autonomie du site que je défends, que je revendique, hein, c'est-à-dire que on a effectivement un siège social qui est à 10 000 km d'ici, qui est assez éloigné, ce qui nous donne quand même une relative autonomie, même si un reporting est toujours nécessaire. Et j'ai toujours revendiqué le fait de pouvoir s'appuyer sur cette autonomie, de pouvoir prendre les initiatives locales de façon à transformer nos activités et reconvertir en fait l'ensemble de ces activités. Donc cette période-là a été pas toujours facile, il y a parfois des grandes périodes de doute, c'est une période de crise finalement, hein, comme un peu... On peut faire le parallèle avec la crise Covid qu'on vient de passer, où il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de lassitude parfois. Mais là encore, en s'appuyant sur les personnes, on arrive effectivement à passer ces crises-là. Et il faut effectivement prendre l'initiative et développer soi-même, compter sur soi-même finalement pour développer ces activités. Donc nous l'avons fait et nous sommes intervenus finalement en 2008, là où le Japon donc, nous dit vous devez arrêter l'assemblage des photocopieurs et pratiquement ils nous disaient vous devez licencier la moitié de l'effectif. Donc on leur a dit non. Non. Donc il faut savoir dire non parfois effectivement à son actionnaire. Donc en disant non, regardez, on ne fait pas que de l'assemblage, on fait des activités de service et on peut développer ces activités de service et voyez l'intérêt que ça a en apport de valeur ajoutée pour les filiales commerciales ici en France et en Europe. Et donc, on a tenu bon et pendant 2 ans, on a eu l'autorisation, je vais dire quelque part, de poursuivre ces développements jusqu'en 2010 où finalement, quand on célébrait les 20 ans du site, un vice-président japonais est venu donc devant l'ensemble des salariés dire nous considérons désormais que vos activités de service font partie de votre cœur de métier. On avait gagné le pari, on avait réussi à préserver la plupart de nos emplois. Et aujourd'hui, donc, on continue de développer ces activités de service, donc c'est quelque chose qui se poursuit. Arrive un troisième acte, je dirais, qui est au-delà de 2010, effectivement, commence à venir une autre transformation de l'entreprise, et là on parle beaucoup aujourd'hui de transformation digitale de l'entreprise, d'industrie du futur, et donc on a pris le pari effectivement de poursuivre nos transformations, et cette fois-ci donc une transformation, je dirais, voulue, puisque c'est nous qui avons pris effectivement cette initiative de continuer notre démarche de progrès et de transformer fondamentalement l'ensemble de nos processus avec le digital, avec l'automatisation de certaines opérations, avec la robotisation de quelques tâches répétitives et pénibles. Et là encore,
il a fallu donc s'appuyer sur l'ensemble des salariés, l'ensemble des personnes pour transformer l'entreprise. Alors, si on peut dire deux mots de l'industrie du futur, qu'est-ce que c'est l'industrie du futur pour moi? L'industrie du futur s'appuie sur plusieurs leviers. Donc, un premier levier fondamental, vous l'aurez compris, qui est pour moi l'implication des salariés sur les démarches de transformation de l'entreprise. Implication des salariés qui est nécessaire parce que comment voulez-vous mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles technologies si vos salariés ne sont pas en mesure de se les approprier? Et donc, il faut pour cela aussi, de façon à surpasser éventuellement les craintes, les peurs face à l'innovation technologique ou face à ces outils qui, au départ, sont considérés comme venant prendre leur job, de pouvoir dire, ben non, c'est ce qui va permettre justement de pérenniser l'entreprise, de nous rendre plus performants et de développer de nouvelles activités. Et donc, on va robotiser uniquement les tâches répétitives et pénibles. On va robotiser des tâches de palettisation ou des tâches sur lesquelles il pourrait y avoir des risques de troubles musculo-squelettiques, etc. Et donc, on voit tout de suite l'intérêt. Et puis, on associe effectivement les salariés à l'ensemble de ces démarches. Lorsqu'on met un nouveau poste de travail avec des outils digitaux, on ne va pas déployer tout de suite sur tous les postes de travail, mais on met un poste pilote. On invite chacun des salariés du secteur d'activité à passer sur ce poste pilote, à faire part de ses remarques, de ses réflexions, de ses ressentis. On a souvent des paperboards là, sur lesquels on vient écrire, on invite les opérateurs à dire, ben voilà, moi, il y a telle chose ou telle chose qui ne me convient pas, ou il faudrait faire ça, ou pourquoi vous n'avez pas pensé à ça, etc. Et donc, il y a un vrai dialogue qui s'instaure autour de ça. On invite nos salariés finalement à participer complètement à l'aménagement du poste de travail et à la mise en place de ces outils. Et une fois qu'on a une solution qui convient à tous, alors on peut déployer, et le déploiement est d'autant plus rapide et d'autant plus approuvé par tous. Donc, l'implication des salariés, pour moi, est fondamentale. Un deuxième point qui est effectivement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, le travail en réseau d'entreprise, le collectif. Un collectif qui doit dépasser assez largement les frontières de l'entreprise. Je parlais d'entreprise étendue tout à l'heure parce que la performance de l'entreprise passe par la performance de ses partenaires, fournisseurs, sous-traitants, prestataires, d'une part, et que l'enrichissement des activités d'une entreprise passe par la relation client, d'autre part. Donc, relation avec ses fournisseurs, relation avec ses clients, c'est quelque chose de fondamental si on veut effectivement être performant et si on veut pouvoir enrichir son offre. Et puis, troisième point, on en parle beaucoup aujourd'hui, tout ce qui est responsabilité environnementale et sociétale, parce qu'une industrie du futur, ce doit être une entreprise, une industrie durable, et qu'il est aujourd'hui nécessaire, effectivement, de se préoccuper de ces questions-là. L'environnemental, à travers à la fois nos mesures d'énergie. Donc, par exemple, nous mettons en place un projet aujourd'hui là qui permet de récupérer toutes les chaleurs perdues de notre centrale compresseur sur la fabrication des tonnerres pour venir chauffer le bâtiment service. Et donc, on va faire des réductions notables, on estime de 80% de consommation de gaz et donc d'empreinte carbone par ailleurs. Des questions, donc on l'a vu, environnementales liées aussi à la biodiversité, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis des questions sociétales parce que on a besoin aussi de faire en sorte que nos entreprises soient attractives. On a besoin de nouvelles compétences, d'attirer de nouveaux talents et que les jeunes sont très exigeants sur ces questions-là. Et donc, nous devons obligatoirement faire état de tout ce que nous pouvons mettre en place aujourd'hui par rapport à la durabilité de nos activités. Et donc, c'est un troisième axe fort. Et puis, je le mets en quatrième, c'est effectivement les technologies et le digital. Et je le mets volontairement en dernier parce que, pour moi, ça doit s'appuyer sur les trois premiers leviers. On réussira effectivement la mise en place du digital et de la technologie si on sait faire les trois autres piliers, donc implication des salariés, implication dans les réseaux d'entreprise avec ses clients et responsabilité environnementale et sociétale. C'est ce qui fera la fierté des salariés de travailler dans une entreprise, c'est ce qui permettra de tirer des talents dans notre entreprise.
J'ai deux points. Une première qui est plus peut-être de l'ordre d'une remarque, même si vous voulez rebondir. On travaille beaucoup aussi à Normandie Attractivité à une démarche régionale autour de la RSE. Et donc, on a eu le dernier webinaire qui nous réunissait d'ailleurs avec pour thématique la RSE. Et un des enseignements que moi, personnellement, hein, je retiens notamment, c'est l'importance que le dirigeant a même de mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise, soit lui-même avant tout convaincu de cette démarche. Et on ressent en fait tout au long de votre discours, à la fois sur ce que vous venez de présenter très clairement, mais même depuis le début de notre conversation, qu'il y a une véritable volonté, vous incarnez vous-même et j'imagine votre équipe dirigeante, une volonté aussi d'emmener votre entreprise vers cette transformation. Et ça me semble essentiel pour pouvoir emmener les salariés avec vous finalement. Oui, complètement. Alors là, notamment, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement, puisqu'avec mon équipe de direction, effectivement, tous les 6 mois, pratiquement, j'ai un point de rendez-vous où on mène une réflexion sur voilà ce qu'est notre vision, voilà ce que sont nos enjeux stratégiques et voilà comment, par le biais de quel projet, on va décliner cette vision et ces enjeux stratégiques. Donc, c'est une démarche qu'on dit assez top-down, où effectivement, au niveau de la direction, on définit ce qu'est la vision. Alors, vous voyez, je fais ce signe-là parce que je considère que ce que j'appelle moi la double pyramide du changement. Donc, double pyramide du changement, c'est d'un côté, effectivement, cette démarche top-down qui dit j'ai une vision. Alors, une vision la plus largement ouverte possible. Une vision qu'on peut partager avec tous, à la fois dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et on revient effectivement sur le lien de l'entreprise avec son environnement. Puis des enjeux stratégiques, puis des projets à 3 qui vont être déclinés au sein de l'entreprise. Et puis à cela, pour moi, ça ne peut pas marcher si on ne fait que ça. Il faut par ailleurs qu'on ait effectivement un engagement de l'ensemble des salariés dans cette transformation d'entreprise qui se passe au quotidien à travers des mises en place de démarches d'amélioration continue, qui se passe de façon hebdomadaire ou mensuelle avec des groupes de progrès, avec des groupes de résolution de problèmes, et qui se passe par du pilotage opérationnel, c'est-à-dire par un management de proximité, donc ce que sont nos agents de maîtrise ou nos leaders, donc managers de proximité qui adhèrent totalement à la vision, aux enjeux, et qui sont capables d'animer au sein de leurs équipes cet esprit donc d'appropriation des outils et des méthodes de travail qui sont déclinés dans l'entreprise. Donc, double pyramide du changement qui est nécessaire et qui passe par effectivement un partage des informations, par beaucoup d'efforts de formation, puisqu'on fait dans le même temps évoluer nos métiers considérablement, donc des efforts de formation très importants, et qui passent par l'appropriation ensuite par l'ensemble des équipes des outils qui sont proposés, qui sont mis en place. Ok. Et puis, deuxième question, excuse-moi Magali, si tu veux rebondir, parce que moi je partirai sur un autre sujet. Donc... Ouais, juste en fait une petite remarque par rapport à la description de l'industrie du futur que Alain nous a faite. Moi, ça me fait beaucoup penser en fait à la marque Normandie, cette industrie du futur, parce qu'on a beaucoup de corrélations entre les différentes thématiques, notamment l'implication, donc le réseau, le collectif, toute la partie RSE et puis l'innovation, donc avec le digital, la recherche de changement dans les outils. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil à la marque Normandie que je voulais apporter à cette ici. Voilà. Et je te laisse la main, Émilie, vas-y, pose cette question. Je t'en prie, toujours bon de faire une piqûre de rappel. Non, moi je voulais partir sur un autre point que vous avez évoqué. Je vois que le temps passe et ça serait dommage de ne pas prendre 2 minutes pour en parler. C'est les nouveaux talents, l'enjeu des nouveaux talents. C'est vrai qu'on en a discuté aussi, on va dire en coulisses, en préparation de ce webinaire. Donc pour resituer peut-être pour ceux qui nous écoutent également, Normandie Attractivité a mené avec plusieurs partenaires en collaboration sur toute l'année 2019 et puis également sur 2020, une étude qui s'appelait S'installer, vivre et travailler en Normandie, qui faisait office en fait de diagnostic sur les freins éventuels à l'installation et au travail en Normandie, mais aussi les leviers. Et donc cette question des nouveaux talents était aussi au cœur de cette étude et de ce diagnostic, et tout l'enjeu de venir attirer des nouveaux talents au sein de nos entreprises, au sein de notre industrie qui connaît une certaine mutation et qui n'en est qu'au début finalement, et puis l'ancrer fortement. Donc finalement, comment vous faites pour attirer ces nouveaux talents, très très concrètement? Et puis, la responsable ambassadeur qui sommeille en moi a envie de vous demander aussi à quel point l'ancrage au territoire, le bien vivre en Normandie, l'envie de s'installer en Normandie, peut-être que est aussi importante que d'y travailler quelque part. Oui. Alors, effectivement, dans nos engagements, en particulier
locaux, il y a également une contribution forte avec les écoles. Hein, ça passe également par ça. Et donc, nous ne manquons pas d'intervenir auprès des écoles, auprès des lycées, donc le lycée technique sur Dieppe en particulier, mais pas que. À la fois, j'ai des collaborateurs qui interviennent en cours, hein, donc pour faire valoir ce que sont les valeurs de l'entreprise ou les valeurs de l'industrie, ou dans une expertise donnée en termes d'hygiène, santé, sécurité au travail ou de qualité. Et puis, nous ne manquons pas de recevoir en permanence des stagiaires, des alternants, des visites également d'école. Lorsqu'on a périodiquement dans ce qu'on appelle la semaine de l'industrie, on est parmi les sites qui proposent toujours des visites de nos entreprises aux écoles. Et en particulier, ce que j'ai essayé d'instaurer, c'est qu'on ne fasse pas juste une visite d'entreprise. En fait, ce n'est pas l'entreprise que les jeunes viennent voir. En fait, c'est qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les métiers finalement qu'on peut proposer dans ces entreprises, quelles sont les compétences que l'on développe. Et donc, j'ai pris le parti il y a quelques années de faire en sorte que lorsqu'on fait ces visites-là, on puisse avoir un certain nombre de collaborateurs qui expliquent, voilà ce qu'est mon métier, voilà ce que je fais dans l'entreprise. Donc moi, je suis acheteur, voilà par quoi ça se traduit, voilà mon quotidien. Moi, je suis magasinier, moi, je suis agent de maîtrise. Enfin voilà, et chacun décrit un petit peu ce qu'il fait dans cette entreprise, quelle est sa part de contribution, quelles sont les compétences qu'il déploie, quelles sont les relations qu'il a avec ses collègues, avec les autres, etc. Et donc montrer que finalement l'entreprise, on y mène une vraie vie. Une vraie vie où on peut se développer, où on peut développer ses compétences, où on peut mettre ses talents en contribution et où on construit finalement quelque chose ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire valoir, qu'il faut développer à mon sens. Je sais que la région Normandie a mis en place un site où on veut faire appel à des ambassadeurs métiers. Donc, effectivement, il faut qu'on réponde présent à cette sollicitation parce que ça me paraît extrêmement important de pouvoir expliquer à nos jeunes générations ce que sont les métiers d'aujourd'hui, comment ils vont évoluer et vers quoi ils vont, de quelle capacité on a besoin. Autre point, c'est une présence de plus en plus forte, de plus en plus poussée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur des communications de ce que nous mettons en œuvre, pas seulement sur le plan industriel, mais également sur le plan environnemental ou sociétal, où effectivement c'est quelque chose qui parle, de dire que l'entreprise, c'est pas juste un site de production, hein, l'entreprise, c'est encore une fois un lieu de vie. Et donc, il s'y passe des choses. Il s'y passe des choses passionnantes, il s'y passe des choses intéressantes. J'ai pour moi une phrase qui fait beaucoup écho en moi, qui est de dire l'entreprise, elle est à la fois source de connaissances, puisqu'on va pouvoir d'un côté mettre ses connaissances à contribution, mais on va pouvoir aussi acquérir de nouvelles connaissances, source de connaissances, source de collaboration, ou de coopération, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas seul dans l'entreprise, on est avec des collègues, et même au sein de l'entreprise, on est avec ensuite des fournisseurs, avec des clients, etc. Et c'est cette relation interpersonnelle riche en échange et en coopération qui permet de faire évoluer son métier et son entreprise. Et puis, source d'inspiration. Voilà, source d'inspiration parce qu'effectivement, l'industrie du futur, l'entreprise de demain, on est en permanence en train de la construire et chacun peut y apporter quelque part ce qu'il souhaite, une part d'envie, une part de désir, une part de rêve, je dirais. Donc l'entreprise, source de connaissances, source de coopération et source d'inspiration. Voilà, je pense que ça doit faire écho à l'oreille de nos jeunes et leur donner envie de venir à l'entreprise et de venir à l'industrie en particulier, parce que nos industries manquent aujourd'hui cruellement de compétences. On a besoin des jeunes dans nos entreprises.
Effectivement, source d'inspiration. Voilà une nouvelle manière d'envisager les choses. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Vous avez effectivement fait écho à la démarche de l'Agence de l'orientation en région, hein, qui a une démarche d'ambassadeur métier. Effectivement, c'est ce que vous venez de décrire, hein, finalement. Et donc, qui est en recherche perpétuelle, hein, sur l'ensemble du territoire de personnes qui voudraient bien se proposer pour présenter leur métier, pour être des ambassadeurs de leur métier auprès de cette jeunesse qui est parfois aussi à la recherche d'une vocation. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, la plateforme est en ligne. Et il y a vraiment un beau projet derrière ça sur l'ensemble du territoire normand. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà. Peut-être pour conclure, même si on aurait encore des milliards de sujets à évoquer ensemble, est-ce que vous avez un autre livre en préparation? Alors, en préparation, non, mais j'y songe un peu. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours encore des choses à échanger. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à faire part effectivement de cette expérience-là ou de ces envies de partager, ben, je dirais que c'est quelque chose là aussi qui ne s'arrête jamais. Hein. Comme la transformation de l'entreprise, finalement, c'est en marchant qu'on apprend, qu'on fait le chemin. Et donc, voilà. Donc, oui, il y aura certainement encore des choses à dire. Et alors, pour ce qui est de celui-ci, est-ce que vous pouvez faire un petit rappel et puis nous dire où est-ce qu'on peut le trouver? Chez les meilleurs libraires, j'imagine. Mais bon, tant qu'à faire, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller plus loin, c'est le moment ou jamais de faire un instant promo. Tout à fait. Alors, donc voilà, je représente donc ce livre, voilà. Donc, fonder une industrie contributive et résiliente. Voilà, une aventure humaine entre mondialisation et territoire. Voilà, donc ce livre-là, donc, il a été publié par la Fabrique de l'Industrie. On peut le trouver aux Presses des Mines. Donc, vous faites les Presses des Mines, et puis je pense que vous pouvez le trouver, ou vous tapez simplement le titre du livre, et puis vous le récupérerez. Soit donc sur le site des Presses des Mines, donc, qui est partenaire de la publication. Il est également disponible gratuitement, en fait, sur Internet, sur le site de la Fabrique de l'Industrie. Après, pour ceux qui veulent lire sur tablette ou sur PC, mais bon, c'est pas toujours aussi pratique que de pouvoir feuilleter un bouquin, de pouvoir l'annoter, de pouvoir corner les pages quand on y trouve quelque chose d'intéressant. Voilà, donc moi, j'aime bien encore la partie physique du livre. Et puis également, je dirais que si vous tapez le titre sur Internet, vous le trouverez sur les plus grands sites connus. Voilà, j'ai pas encore fait la promotion au sein des librairies de notre territoire, puisque pour cause de Covid, mais ça ne saurait tarder. Très bien. Magali, tu as peut-être quelque chose à ajouter? Un dernier mot. Alors, Monsieur Vernat, que diriez-vous aux décideurs et investisseurs qui hésitent encore à venir s'installer en Normandie? En 3 mots. Oh. 3 mots. Oh. Difficile, mais... Ça va être compliqué. Allez, 4 ou 5 mots. Voilà, donc la Normandie, donc un territoire riche de sa porte d'entrée maritime, un territoire riche de ses compétences métiers et un territoire agréable à vivre. Très bien, merci Monsieur Vernat. Challenge accepté et réussi au la main. Mais écoutez, il me reste à vous remercier tous les deux et particulièrement vous, Monsieur Vernat, pour ces échanges passionnants, hein, qui nous donnent vraiment envie d'aller toujours un petit peu plus loin à regarder un petit peu ce que vous avez pu proposer comme axe de réflexion au sein de votre ouvrage. C'est vraiment passionnant. Merci aussi à l'ensemble des participants de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et puis, je vais vous donner nos prochains rendez-vous. Alors, un rendez-vous un petit peu particulier, celui du 28 juin, qui est destination des nouveaux partenaires de Normandie Attractivité. Donc, sur liste réservée pour ceux qui viennent de rejoindre le réseau, un webinaire d'1 heure qui vous permettra de tout comprendre, du pourquoi, du comment, la marque Normandie, et pour vous aider encore et toujours à mieux la porter haut et fort. Donc, le 28 juin, à vos agendas. Et puis, restez connectés également, puisqu'on a un autre webinaire qu'on vous proposera avant la trêve estivale, on va dire ça comme ça, Magali. Et on sera accompagné du GIEC Normand qui viendra nous proposer ses travaux, mais on est encore en train de caler la date. Donc, restez connectés, ça sera très, très prochainement à vos agendas et sur le site choisirlanormandie.fr. Bien, écoutez, merci encore à tous les deux. Et puis, merci, Émilie. Merci à vous pour cet échange. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.